en parler, entre autres, avec notre bon ami, le biométéorologue Gilles Briand. Merci, Gilles, d'être là. Je rappelle que tu as écrit, entre autres, ton dernier livre, ce qu'on ne vous dit pas sur le changement climatique. Fascinant, d'ailleurs, parce qu'on y apprend plein de choses. Merci d'être là. Rémi Quirion est le grand scientifique en chef du Québec. Merci d'être là, Rémi. Ça fait plaisir. On est en Facebook Live pour ceux qui suivent Rémi, d'ailleurs. On vous salue. Effectivement, bon, regardons un peu, parce que là, on est dans la période printanière. Le printemps officiellement commencé depuis hier. Là, Redoux, n'est-ce pas, Gilles? Redoux qui tarde à venir, hein, parce que présentement, ce matin... Bien là, c'est pas chaud. Et non, là, c'est pas chaud. Sérieux, c'est pas chaud. Il fait beau, mais c'est pas chaud. Mais la semaine prochaine, tu nous as dit qu'il allait effectivement faire plus beau et plus doux. Ah oui, ça s'en vient, ça. Donc, quel peut être l'impact? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les inondations de l'année dernière ou des dernières années, parce qu'on parle de 2017, mais il y a des gens qui se souviennent des autres avant aussi, là. Est-ce qu'on s'attend à quoi cette année-ci, là, ce printemps? En fait, vous savez, le Québec, il y a 4500 rivières au Québec. Donc, les inondations, on en connaît habituellement chaque année, chaque printemps. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir des inondations qui vont être plus précoces, là. Regardez ce qui s'est passé à Québec. Le 15 janvier dernier, il a fait plus de 10 degrés à Montréal, 14 degrés sur la Rive-Sud. Et ça a provoqué une embarque sur la rivière Yamachiche. Ça a provoqué un débordement côtier et des inondations dans le secteur de Québec en plein hiver, 15 janvier. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? Ben, on avait déjà vu, oui, surtout dans le secteur dans le Bas-Québec, là, avec des ondes de tempête associées à des tempêtes maritimes, mais pas à un redoux. Non, c'est ça, exactement. Rémi Quirion, vous êtes le scientifique en chef du Québec. Vous vous intéressez justement à toutes ces questions-là, puis vous conseillez le gouvernement aussi en matière de mesures d'urgence. Là, la question qu'on voulait poser aujourd'hui aux auditeurs, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'on a tiré des leçons des inondations, ne serait-ce que de celles de l'année dernière, où on a vu que les plans d'urgence dans certaines municipalités, ils n'ont pas du tout été mis en place. C'est comme si soudainement, ils découvraient qu'ils étaient en zone inondée. Comment vous voyez ça aujourd'hui? On a fait un bout de chemin. Il en reste encore à faire, mais quand même, on a réussi à avancer. Il y a eu des ateliers, là, des journées de réflexion plus environnement, une journée plus sécurité publique. Et par la suite, le gouvernement du Québec, M. Coiteux, a lancé un mémoire avec 24 recommandations assez précises et les municipalités vont devoir maintenant avoir un plan pour mieux être préparées. C'est une obligation. Ça va devenir une obligation. Il va y avoir aussi davantage de recherche en amont. Parce que c'est bien évident que des inondations, on va en avoir d'autres. Et comme disait Gilles, peut-être un peu plus fortes que dans le passé. Donc, il faut être mieux préparé, mais aussi peut-être en amont de l'éducation des élus, mais aussi l'éducation du grand public. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire les quoi, plaines inondables, par exemple, les zones qui peuvent être sensibles. On avait dans le passé, bien sûr, si on est près du fleuve Saint-Laurent, bon, il y a des chances. En Beauce aussi, il y a plein de chances. Mais maintenant, ça devient plus large. Donc, il faut être mieux préparé, il faut mieux informer le public, les maires des municipalités, que les ordres de gouvernement, municipalités provinciales et fédérales, travaillent mieux ensemble. Parce que aussi, souvent, on est trop en silo. Donc, avoir des façons de faire intégrées, informer le public et, comme vous avez dit en début de session, ben, c'est de poser les questions. Est-ce qu'on devrait rebâtir en zone inondable? Mais ça nous remet, ça remet en cause toute notre... Oui, l'occupation du territoire, même de façon historique, parce que si on se souvient, la colonisation, là, ça s'est fait, il y avait ce magnifique fleuve qu'on a, les colons venaient, ils ont développé la Nouvelle-France le long de la bordure des deux rives. Et quand on voit bien la carte du Québec, regardez là, les terres et tout ça, c'est magnifique à voir d'ailleurs en vue d'avion, maintenant on dit en drone, mais vous regardez ça, puis on le voit clairement, là, tout notre développement économique est basé sur ces rives du fleuve. Donc là, vous dites aux gens, ben là, regarde, t'es près d'un cours d'eau, va pas là. C'est complètement autre chose. Hein? Ben, peut-être qu'on pourrait, mieux encore une fois, les informer un peu et rebâtir peut-être un peu différemment. Sur pilotis, vous voulez dire? Sur pilotis, ou peut-être avec des milieux humides, préserver les milieux humides, plutôt que d'avoir la terrasse, la belle terrasse, la belle pelouse qui va jusqu'au fleuve, jusqu'à la rivière. Ben, peut-être avoir gardé des milieux humides, peut-être avoir des toits verts, refaire un peu différemment. Les Pays-Bas ont vraiment des façons de faire qui sont exceptionnelles. Ils sont sous le niveau de la mer. Vous n'allez pas nous parler de la Norvège, là, on est à la veille de le déménager. Là. Et moi, c'est mal. Là, je déménage, je pense, la prochaine fois. Là. Non, ici, c'est plus, je dirais, l'Angleterre. L'Angleterre, peut-être les Pays-Bas aussi, la Belgique. Fait que je pense qu'on peut apprendre de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Et peut-être, encore une fois, une question d'éducation des élus
Et la semaine prochaine, on va avoir un petit déjeuner à l'Assemblée nationale avec des chercheurs pour parler de ça. Les inondations, ça veut dire quoi? Comment mieux prévenir? Comment mieux se planifier? Et en termes de résilience, en résilience urbaine, en termes de oui, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La résilience urbaine. C'est très important pour les inondations, mais dans tous les secteurs. Ça peut être du côté de radicalisation, immigration. Donc, de mieux être capable de s'adapter aux changements que l'on vit dans notre société présentement. Donc, si on veut vraiment travailler avec la société civile là-dedans, là. Ouais. Mais la résilience urbaine, c'est quoi? C'est apprendre à vivre avec des sacs de sable, c'est ça? Non, pour moi, quand on veut faire un peu de prévention, c'est vraiment de dire, ben, si je reconstruis pas de la même façon. Oui, d'avoir des sacs de sable, c'est peut-être intéressant, mais ça, c'est vraiment là de ne pas tenir compte des données scientifiques, des résultats de la science. Donc, il faut vraiment faire ça. Gilles Briand, est-ce que tu penses, Gilles, qu'on a appris que Québec, que les municipalités, que les maires, que les gens, les résidents ont appris des leçons, ont tiré des leçons des inondations? C'est pas ma perception du tout. On l'a vu avec les catastrophes naturelles qui ont secoué le Québec. Vous savez, en 1996, on a eu l'inondation du Saguenay. C'était la première fois qu'on avait un déluge, là, une chute de pluie de 200 mm qui causait 1 milliard de dégâts. 2 ans plus tard, ensuite, Dame Nature a encore frappé à la porte des Québécois, je peux dire. Et là, on a eu le verglas. On a eu 5 milliards de dommages. Il y a eu 25 décès. On a été 3-4 millions de personnes jetées dans le noir et le froid en plein hiver. 2 catastrophes de dimension vraiment historique. Là, et c'est pas fini. Le danger, c'est d'oublier, de penser que, bon, le train-train quotidien va reprendre son allure et finalement, on ne verra pas ça. Mais là, présentement, c'est les périodes de retour qui nous font... qui nous inquiètent beaucoup parce que ces phénomènes-là se produisaient une fois aux 500 ans, 1000 ans. Mais présentement, on est plutôt dans un retour d'une fois 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par retour? Retour, c'est un phénomène extrême là, qui se produit par rapport à la climatologie normale, a une chance de se produire une fois aux 30 ans, 40 ans, dépendamment comme, mettons, en Californie, un tremblement de terre. Tremblement de terre, voilà. Nous, notre tremblement de terre, c'est quoi? C'est le déluge? Oui, les pluies diluviennes, les neiges abondantes. Regardez les précipitations qui sont tombées encore cet hiver. On a dépassé de près de 20 la quantité de neige. Et les rivières au Québec, vous savez que c'était nos autoroutes dans le temps. C'était les voies d'accès à l'intérieur du territoire. C'est pas étonnant qu'on s'est construit. La moitié de la population du Québec s'est installée à moins d'1 kilomètre d'un cours d'eau. Alors aujourd'hui, on paye le prix. Donc, la résilience urbaine et peut-être certains clichés... C'est d'accepter le fait de ne plus se construire là où on se construisait avant. Ben oui, voilà, se bâtir sur le bord de l'eau, ça a toujours été un rêve pour bien des Québécois. Mais maintenant, regardez en Côte-Nord, là, il y a des gens dans le secteur de cette île, Bécomo, qui voient leur terrain disparaître chaque année à près d'1 mètre, 2 mètres, à cause de l'érosion. Et en Gaspésie, là, vous avez vu ça? Vous vous souvenez en Gaspésie, ce qui s'est passé? Là, je veux dire, mon Dieu, c'était épouvantable, là. Que ça soit même à Tadoussac, dans ces coins-là. Ah oui, ça va se poursuivre, là, parce qu'avec des hivers de plus en plus doux, vous avez de moins en moins de glace dans l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, les vagues, les marées vont provoquer encore plus de déferlement. Mais un des problèmes majeurs qu'on oublie dans tout ce débat-là, c'est le manque d'expertise scientifique. Vous savez, le gouvernement du Québec s'est déchargé de ses responsabilités il y a quelques années en demandant aux municipalités de eux-mêmes s'occuper des risques d'inondation, de cartographier la menace dans leur coin. Mais comment vous pouvez faire ça quand on parle de sciences, de modélisation, là, on parle de recherche scientifique de pointe? Les petites municipalités n'ont vraiment pas les outils à leurs ressources. Là, pour... Êtes-vous conscient de ça, Rémi Quirion, comme le scientifique en chef? Oui. Et pour nous, ce qu'on veut faire, ce que je mentionnais avant, c'est les 3 niveaux de gouvernement. Il faut que le gouvernement fédéral soit là aussi. Eux aussi se sont désengagés au cours des dernières années. Donc, il faut rebâtir les capacités à l'interne au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec et au niveau des municipalités. Travailler ensemble. Nous, on va faire notre petit bout en termes de recherche. On va créer un réseau de recherche inondation qui va travailler avec le Centre de recherche sur la résilience urbaine. Ah, vous allez créer ça? Oui, on devrait l'annoncer. Vous avez peut-être une primaire ici. Là, on devrait l'annoncer d'ici quelques semaines. Fait que faire un appel à la communauté des chercheurs et bâtir, moi, j'aimerais bien le faire en co-création. Notre jargon de co-création, oui, des chercheurs, mais travailler avec le citoyen, avec la société civile. Attendez, alors partez tant qu'à boire un scoop, on va l'expliquer comme il faut. Ça va être quoi alors exactement? Donc c'est vraiment un réseau de recherche sur les inondations. Travailler avec les forces, je dirais les forces vives du secteur
au Québec, dans nos universités, nos collèges, dans le secteur privé, mais travailler avec le citoyen, travailler avec les municipalités pour dire quel genre de questions, quel genre de problèmes on a et comment les résoudre. Donc, une recherche, je dirais, peut-être un peu plus appliquée pour essayer de répondre à des questions plus pointues qu'une région du Québec peut avoir par rapport à l'autre. Parce que c'est sûr que c'est pas tout le Québec qui est pareil, là. Donc, il faut peut-être adapter nos solutions à certaines régions, certaines municipalités. Et je pense que le citoyen, après un peu plus d'éducation, va être partenaire avec nous là-dedans. J'espère que je rêve pas en couleur, là. Peut-être que Gilles pourrait le dire, mais je pense que c'est important d'amener les citoyens à travailler avec nous. En pratique, vous allez aller donc dans... Il y a des chercheurs qui vont aller dans les zones où il y a eu des sinistrés. Vous allez faire quoi exactement? C'est vraiment, par exemple, ce qui est annoncé par M. Coiteau, c'est juste d'avoir au moins tout ce qui est zone inondable au Québec, avoir une cartographie. On devrait avoir ça, mais on ne l'a pas vraiment. Je sens qu'on devrait l'avoir. Oui, mais demandez à Gilles, il va vous la faire sur le bord de la table parce que lui, c'est exactement où c'est. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est vraiment la résilience. Donc, c'est de travailler avec les équipes de chercheurs, faire des forums avec la société civile, avec les concitoyens de Laval ou de Montréal ou où que ce soit, leur dire oui, c'est quoi les grandes questions. Et moi, j'espère que de rebâtir, par exemple, on devrait rebâtir différemment. Oui, c'est sûr qu'on est bâti tout près de tous les cours d'eau. C'est notre histoire. On ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais on pourrait rebâtir différemment, je pense, avec finalement, plutôt que d'avoir du béton un peu partout, peut-être avoir des genres de substrats qui peuvent accepter l'eau. Quand il y a des débordements en termes d'eau, ils sont capables d'intégrer l'eau dans le sol plutôt que ça reste en surface parce que c'est du béton et de l'asphalte. D'autant plus qu'on a su, sur la Rive-Nord, là, dans l'est du Québec, on a installé des digues depuis quelques années à certains endroits, mais on se rend compte que c'est pas les meilleures façons de bloquer là, les vagues. C'est quoi les meilleures façons de bloquer les vagues? En fait, c'est... c'est quoi, vous dites? C'est plus naturel, c'est plus que des genres de milieux humides qu'on appelle, là, vraiment, qui ça permet... Quelque chose de poreux qui puisse absorber l'eau en surplus. Une combinaison d'éléments qui vont ensemble pouvoir vraiment freiner. Parce que là, on est en réaction à chaque fois. C'est comme si ça nous tombait dessus la première fois. C'est comme la neige. Là, soudainement, on ne sait plus conduire, on ne sait plus comment... Là, on a rangé nos pelles pendant l'été. On se dit souvent, oh mon Dieu, il neige au Québec, c'est ça? Et c'est bizarre qu'on soit en réaction comme ça, alors qu'on devrait être hyper préparé. C'est étonnant que dans ces zones-là, il n'y ait pas plus de ressources qui aient été déployées au fil des gens. En tout cas, les sinistrés le disent. Comment ça se fait qu'on n'est pas aidé, que c'est obligé, c'est l'armée qu'on déploie pour venir charrier du seau puis vider des sous-sols? Ça n'a pas de bon sens. Ces pauvres gens qui sont là, ils savent, eux, où ils vivent. Ils veulent avoir de l'aide. Merci beaucoup à tous les deux. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Gilles Brien, merci beaucoup, biométéorologue. Tiens-toi proche, Gilles. On veut toujours savoir quel temps il va faire demain. On s'arrête ici. Merci à vous. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, je reçois Chloé Sainte-Marie. Restez là, tout le monde. C'était très intéressant. Merci bien. C'était bien. C'est sûr que c'est l'intérêt pour tout le monde. Merci beaucoup. Salut bien.